Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le studio Orange des sommets du digital. J'ai l'immense plaisir de parler stratégie digitale avec David Leborgne, Chief Digital Officer à la SNCF. Bonjour David. Bonjour. Et Oriane Knapp, Digital Marketing Manager chez Lego. Bonjour Oriane. Bonjour. Et donc Stéphane Burt va nous rejoindre dès qu'il sort de scène et il est Chief Digital Officer chez Orange, mais j'y reviendrai. Alors avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez ce qu'on entend par stratégie digitale. Qu'est-ce que ça recouvre une stratégie digitale ? Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est bien sûr mettre le client au cœur des attentions et d'organiser la production autour de ses besoins. Et le digital fait que, quel que soit le domaine, et pour ma part la mobilité est fortement concernée, les besoins évoluent rapidement. C'est d'être focalisé sur son attention et de lui proposer la plus belle expérience possible. Tout simplement. Côté c'est client, déjà pas mal. côté c'est client. Déjà pas mal. Après, côté collaborateur et côté opération industrielle, on peut aussi faire beaucoup de choses. Ok, alors on va justement parler des actualités de la SNCF. Le 7 décembre dernier, voyagesncf.com est devenu oui.sncf avec un objectif très clair et très ambitieux, conquérir 15 millions de clients supplémentaires avant l'ouverture du rail français en 2020. Comment est-ce que vous allez vous y prendre au vu de ces ambitions ? Eh bien, c'est un immense chantier, oui, c'est le cas. Déjà, c'est de définir une stratégie commerciale autour de Oui SNCF qui est beaucoup plus claire, qui a été demandée par nos clients. Et c'est d'améliorer un portfolio sur une offre déjà de train qui est très complète, sur un TGV haut de gamme, le TGV Inouï, et jusqu'au TGV Ouigo, qui permet aujourd'hui d'avoir l'ambition forte de faire voyager. En fait, c'est regagner des parts de marché sur des clients qu'on avait perdus, qui étaient partis un peu sur le bus ou sur le covoiturage, et là qui permettent à des prix écrasés, qui peuvent voyager dans un TGV à grande vitesse, à des prix totalement compétitifs, qui permettent de capter toutes les familles, pour qui le TGV haut de gamme inouï est peut-être un budget qui est un peu difficile à supporter. Donc améliorer le portfolio, ça nous permet de regagner des parts de marché sur le train. Et bien entendu, pour regagner des parts de marché sur le train, c'est aussi créer une entreprise de service égale plateforme. Ça veut dire agréger et intégrer l'ensemble des mobilités pour proposer un parcours porte à porte à l'ensemble de nos clients. Et naturellement, si on y arrive, ils vont revenir, on va reconquérir plus facilement l'ambitieuse chiffre de 15 millions de clients supplémentaires. Mais je peux vous assurer que toutes les énergies sont mises en place pour qu'on y arrive. Et donc c'est un sacré chantier, notamment au point de vue digital. Par quoi est-ce que vous commencez ? Je l'ai dit, on met le client au cœur des attentions. Ouais. On regarde un peu ce qui se passe. Les nouveaux acteurs de la mobilité sont plutôt des sociétés, des purs des digital players, qui sont en train de collecter la data, mettre la data au cœur des attentions pour proposer une expérience client. On s'en inspire. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a l'asset industriel, on a 30 000 km de voies, on a 17 000 trains qui roulent tous les jours. C'est un sacré avantage. Ce qui est un avantage, on a déjà une offre de bus, on a déjà une offre de tramway, de métro, de VTC, de covoiturage, d'autopartage, de vélo, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc l'idée, c'est en fait... diversifier les offres, mais ça c'est déjà le cas depuis quelques temps. C'est déjà le cas depuis... Ça s'accélère justement par rapport aux besoins de nos clients qui évoluent, avec... le point de différenciation par rapport à digital players qui sont concentrés sur l'urbain où il y a une forte densité, nous, notre mission de service public, c'est d'apporter une expérience en zone urbaine, périurbaine et rurale. Et rurale. Super. Oriane, comment est-ce qu'on construit une valeur à partir de jouets ? Ce qui est quand même pas une mince affaire, mais que Lego arrive très bien à faire. Le lien avec le digital, c'est qu'il y a une complémentarité totale entre le digital et le physique. Donc en fait, le digital, c'est là où sont nos clients. Donc c'est assez amusant, mais beaucoup d'enfants sur France 4 pensent que Lego, ce n'est que les épisodes de dessins animés Ninjago. Et ils ne connaissent pas le jouet physique. Ils ne connaissent pas le jouet physique comme leurs parents. Et en fait, on va après, ils nous découvrent par le jeu et on les ramène avec les réseaux sociaux sur une expérience de jeu complémentaire et digitale et physique. Et est-ce qu'ils ont encore, ils ont de l'appétence, ces tout jeunes enfants, ils jouent encore avec des petits jouets physiques ? Ah oui. Et qui sont complémentaires parce que nous avons par exemple sur la gamme Duplo, qui est une gamme preschool, des applications où on met en scène nos jeux et produits et qui apparaît que l'enfant retrouve en jeu. Et après on compte bien sûr sur les parents pour ne pas laisser tout le temps leurs enfants
sur les iPads et autres, sur les tablettes, parce que rien ne vaut l'expérience physique pour développer la créativité des enfants. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu le dernier documentaire d'Envoyé spécial, où il y a des sacrés dommages quand on passe sa vie pour les petits-enfants sur smartphone ou tablette. Donc c'est hyper important, j'imagine, de revenir d'autant plus aux jouets physiques. Tout à fait. Lego a créé un réseau social dédié aux enfants qui s'appelle Lego Life, où en fait l'enfant ne peut pas être targeté par des publicités. De toute façon, c'est strictement interdit, c'est la loi COPPA. Et sur ces jeux, nous lançons des challenges où en fait nous incitons les enfants à aller construire en dehors du digital pour après partager les photos de leur construction. Et ils ont des profils qui sont des minifigs Lego et c'est un réseau social très ludique. Ouais, c'est super. Alors, on va voir la question d'après. Le moins qu'on puisse dire, donc, c'est que la marque Lego a su faire parler d'elle, notamment il y a de nombreux case studies qui existent sur la marque en école de commerce. Ça circule partout pour les marketeurs en mal d'inspiration. Puisque j'ai la chance de vous avoir en plateau, c'est quoi la recette pour faire parler de soi à ce point-là et avoir une image de marque aussi claire ? C'est la passion. C'est le marketing émotionnel, c'est donner envie aux gens. Je pense que la marque appartient vraiment aux utilisateurs et Lego a réussi à avoir un lien avec ses fans qui s'appellent les AFOL pour les adultes fans of Lego. Et il y a des communautés mondiales impressionnantes et en fait ces influenceurs créent eux-mêmes leur contenu alors que nous Lego, nous produisons déjà nous-mêmes nos contenus avec des créatifs dans un écosystème interne déjà exceptionnel. Donc, on a une quantité de contenu impressionnante. C'est des influenceurs ambassadeurs, quasiment. Oui, voilà, c'est des influenceurs ambassadeurs. À qui vous demandez rien. À qui on ne demande rien. C'est magnifique. Oui, c'est du pain béni. Oui, c'est du pain béni. Et actuellement, moi, je travaille sur l'Europe du Nord. On a beaucoup travaillé cette année avec les micro-influenceurs, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que le micro-influenceur avait peut-être moins de likes et autres, mais avait un meilleur reach. C'est des influenceurs entre guillemets de niche sur des sujets très spécifiques. Oui. Surtout les digital mums, où on communique. C'est votre cible, a priori. Voilà. Les mamans écoutent les mamans. Et ça marche ? Et ça marche. Ah ben c'est super, ok. Alors, la question d'après, c'est comment est-ce qu'on pilote une transformation digitale dans des boîtes aussi grandes, dans des mastodontes comme par exemple la SNCF, qui en plus est un acteur historique. Est-ce que c'est pas une tannée à mettre en place ? On choisit nos combats surtout. Donc nous, on a décidé de travailler sur 4 piliers stratégiques qui sont bien sûr le premier, le client. J'en ai parlé mais je vais y revenir. Nos collaborateurs, c'est 250 000 collaborateurs à travers le monde qu'on doit acculturer au digital. Et c'est bien sûr nos opérations industrielles sur lesquelles le digital permettra de plus en plus de pouvoir faire de la maintenance prédictive, de l'efficacité énergétique, parce que tout est grand à la SNCF. Rien que sur les opérations industrielles, on parle de 17 000 trains par jour, 30 000 km de voies, 30 000 bâtiments, dont 3 000 gares. Il y a le digital peut apporter énormément d'efficacité pour être plus efficace et mieux piloter les coûts de cette activité. Avec notamment des capteurs sur les nouveaux trains qui vont permettre, comme vous le disiez, de faire de la maintenance prédictive. Voilà, et surtout sur les voies également. Sur les voies, sur les rails. Sur les rails. Ouais. On a une filiale qui permet d'avoir des drones aussi, où on peut aller maintenant parcourir plus rapidement nos trains, nos ouvrages d'art, nos assets industriels grâce à ces nouvelles technologies qui nous permettent de capter plus d'informations, de la traiter rapidement et d'être efficace. Nos collaborateurs, c'est indispensable parce que j'aime bien citer Bertrand Dupérin, pour bien servir ses clients, il faut commencer par bien servir ses collaborateurs. Donc on a tout un programme aussi de transformation digitale en interne sur des changements de posture, sur du lâcher prise, du faire confiance. C'est un chemin. C'est bien accueilli. C'est un chemin parce qu'on est sur une entreprise industrielle ferroviaire qui a tout basé sur la sécurité. C'est une très bonne chose pour nos voyageurs. Et donc maintenant de dire à des managers que le lâcher prise et le faire confiance, c'est une bonne nouvelle. Il faut bien sûr l'accompagner. On a beaucoup d'expérience. On n'aurait jamais fait le Wi-Fi dans le TGV si on n'avait pas mis ces codes du digital pour nos collaborateurs. Et enfin, nos clients, je le redis, c'est d'avoir le portfolio que l'on a, créer des offres de plateformes. On ne démarre pas de nulle part, parce qu'on avait Oui SNCF qui a été créé en 2001, la plateforme de e-commerce, qui est aujourd'hui encore leader dans l'e-commerce. Et puis maintenant, ce sont les applications qu'on a sur le mobile qui sont l'application SNCF, sur lesquelles j'y reviendrai. On intègre de plus en plus de fonctionnalités digitales pour faire du prédictif et faire de l'offre de mobilité personnalisée.
Et enfin, la sécurité. Aucun compromis, donc c'est un pilier à part et en même temps un pilier sur lequel on attire une attention particulière parce que à nouveau on fait rouler 17 000 trains par jour avec 15 millions de voyageurs, donc aucun compromis sur la sécurité. Vous le disiez, vous testez un petit peu finalement de l'intelligence artificielle, ou en tout cas avec les capteurs, les objets connectés, etc. On se digitalise, on va un step further, comme on dit. Est-ce que c'est bien reçu en interne à la SNCF? Est-ce que les gens ont peur, entre guillemets, pour leur job? Ou est-ce que c'est complémentaire de l'humain? C'est complémentaire de l'humain, bien entendu. Ça apporte des nouvelles fonctionnalités qu'on ne faisait pas avant. On parle aujourd'hui de chatbot. Bon, pour nous, bien sûr, c'est le WeBot, l'agent conversationnel. Qui est déjà en place. Qui est déjà en place. Depuis combien de temps? Depuis, alors on a plusieurs expérimentations. On a des chatbots, la boîte est grande à nouveau. Il y en a plusieurs. Là, on est en train d'essayer de rationaliser pour apporter à nouveau la meilleure expérience. Donc, on a et des startups et des développements internes et nos algorithmes dans la fab Big Data qui sont en train de prévoir des services autour de ça. Des partenariats stratégiques, on est en train de mettre en œuvre aussi, on teste l'agent conversationnel vocal. Je rentre du CES de Las Vegas, oui. nos amis de Google et Amazon étaient un peu partout. Donc on intègre aussi à nouveau, pour les besoins de nos clients, pour rendre la conversation plus facile, ces technologies, donc soit avec des partenaires, soit avec nous-mêmes. Donc on a des technologies de big data, d'intelligence artificielle, de data science, et j'en passe, pour aller tester ces nouveaux services. Le tout, c'est de communiquer, c'est de communiquer, être pragmatique, montrer que ce qu'on fait a de la valeur, et puis finalement, c'est une évolution comme une autre. Mais donc tous ces changements sont déjà en place, et les clients peuvent déjà... Est-ce qu'on peut déjà commander un billet de train sans les mains, uniquement en vocal, ou pas encore? On y est presque là, on y est presque à tester. Mais je sais que les équipes travaillent activement dessus. En tout cas, c'est l'objectif qu'on y arrive. Mais c'est une des fonctionnalités. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une mobilité qui soit personnalisée. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir ça passe par proposer, quoi la personnalisation justement, c'est l'intégration de toutes les mobilités, faire travailler des algorithmes, demander votre géolocalisation, qu'on utilise uniquement pour vous proposer des services de mobilité et d'améliorer le service en continu. Et si vous téléchargez l'application SNCF, qui est déjà téléchargée par 8 millions de personnes et 20 millions de visites mensuelles, vous verrez que vous avez vos lieux usuels qui sont repris, et que progressivement, avec des technologies de machine learning, on vous apporte une mobilité contextualisée par rapport à vos besoins, qui comprend du train, mais pas que, l'ensemble des mobilités, les nôtres et celles de nos concurrents, pour vous proposer une expérience de bout en bout. Est-ce que vous vous mettez à l'IA chez Lego, ou est-ce que c'est pas du tout le même type de structure? Alors l'IA, il ne faut pas que ce soit du chinois. L'IA, il faut garder quelque chose de très pragmatique et très concret. Donc le digital fait évoluer le comportement du consommateur, et avec le digital, le consommateur devient plus exigeant. Il demande une réponse plus rapide. Donc en fait, les chatbots permettent d'avoir une réponse plus rapide, des réponses automatiques formatées aux consommateurs qui demandent en ligne des choses. Et le chatbot, le consommateur a l'impression que sa demande est prise en compte, en fait. Et le chatbot est le plus utilisé en service client. Et en fait, l'intelligence artificielle est très utilisée en service consommateur. Et en fait, en digital, les deux choses très importantes, c'est maintenant le service consommateur, parce que le consommateur est exigeant. Et de plus en plus. Oui, de plus en plus. Et il attend pas. Et voilà. Alors, comment est-ce que Lego a réussi sa stratégie de content marketing, pour laquelle vous êtes relativement connu? Mais en fait, ça s'est passé plutôt, c'est venu par les influenceurs extérieurs. C'est d'abord eux qui ont créé du contenu. Et après, on a créé des départements entiers de brand content chez Lego. Il y a combien de personnes qui travaillent au brand content? Beaucoup. Oui, beaucoup. On n'a même pas les chiffres tellement... Non. Beaucoup. On a deux grandes entités, Lego, et à Londres et à Billund au Danemark, où je suis, au siège social, et aux États-Unis également. Alors je crois que Stéphane Burt nous rejoint. Bienvenue Stéphane, je rappelle que vous êtes Chief Digital Officer. Chief Happiness Officer, il y a juste quelques minutes pour le podium. Sur scène. Voilà, absolument. Non, mais ici vous reprenez votre casquette de Chief Digital Officer.
Alors, on a déjà vu pas mal de sujets, mais on va quand même parler évidemment d'Orange. Le Boston Consulting Group a publié le 17 janvier son classement des 50 entreprises les plus innovantes en 2017. Orange conserve sa place de 19e place de boîte la plus innovante en France. C'est quoi la recette? Alors c'est même une progression en fait, et puis on est donc affiché comme étant la première société française, donc c'est effectivement une fierté pour Orange. Il y a plusieurs choses qui le justifient. Alors c'est pas moi, c'est BCG qui parle. Il y a effectivement en premier lieu nos niveaux d'investissement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit autour de la fibre, autour des réseaux mobiles, donc au débit, on réalise beaucoup d'investissements. Et puis au-delà de ça, effectivement dans le digital, donc ce qui est notre sujet aujourd'hui. Et effectivement l'innovation digitale, on le voit aussi avec la présence des GAFA, est très clairement un des sujets qui fait qu'aujourd'hui Orange est dans ce top à se positionner en 19e position. Je rajouterai à ça aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on venait d'en parler. Peut-être vous en parler, c'est génial. Ouais, donc voilà, fait une transition comme ça, on rapproche les wagons. Mais donc on a effectivement au travers d'Orange Bank beaucoup de prétentions sur ces sujets-là, au travers des bots qu'on a mis en place. Donc voilà, donc c'est ça qui, je pense. Donc vous êtes en avance sur l'IA, on peut dire ça comme ça, ou vous testez beaucoup de choses? Alors on teste beaucoup de choses. On a aussi toute une activité R&D qui est quand même importante, non seulement autour de l'IA, mais également autour de la reconnaissance vocale, des choses qui font que demain, vous en avez peut-être déjà parlé, mais l'IA sera aussi vocale. Donc voilà, c'est tout ça qui nous intéresse, et effectivement tout ce programme de R&D qu'on mène, donc avec des experts très poussés. D'ailleurs, certains étaient intervenus au moment des warm-up du sommet du digital à Annecy. Donc voilà, donc c'est effectivement tout ça qui nous incite à la fois à être là, et puis à la fois à être aussi bon dans l'innovation. Comment est-ce qu'on, question que j'ai posée au préalable, comment est-ce qu'on pilote une transformation digitale dans un groupe aussi immense qu'Orange? Est-ce que c'est pas une prise de tête? Alors moi j'ai envie de dire qu'on a un avantage chez Orange. Alors on a même plusieurs. Le premier, c'est qu'on a un top management qui est complètement convaincu du sujet. Donc d'ores et déjà, forcément, ça aide beaucoup. Oui, ça aide. On est bien d'accord. Oui. Et je rajouterais que même sur la partie entreprise, on se positionne comme étant le partenaire de la transformation digitale de nos clients. Donc à ce titre-là, effectivement, et reconnu comme tel. Ça nous aide. Voilà. Ouais. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est des premières conditions nécessaires, mais pas suffisantes pour réaliser cette transformation. Donc on voit bien que des équipes digitales sont extrêmement motivées. Et aujourd'hui, si je devais dire que la clé de succès de cette transformation, elle est justement notre capacité à faire que les autres entités qui ne sont pas, j'allais dire, digital natives, même si on n'a pas qu'une moyenne d'âge à 20 ans, mais de telle manière que ces gens-là se réapproprient le digital et arrivent à casser les silos, à changer l'expérience, à faire en sorte de concevoir des offres naturellement digitales, donc c'est des choses qu'on va lancer bientôt, changer les process de façon à ce qu'ils s'appliquent au digital, donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à se transformer. Avec deux mots d'ordre pour le faire. La première qui est la définition des objectifs, en quoi le digital contribue à l'équation économique de l'entreprise, que ce soit par la réduction des coûts, par l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, en quoi le digital aussi contribue à l'expérience du client. Aujourd'hui, on voit que des expériences différenciantes sont des expériences qui s'appuient sur du digital assez fort. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'historique d'Orange, on peut être très fier de la transformation digitale d'Orange. Et aujourd'hui, pour juste donner un chiffre, 50% des interactions, aujourd'hui, alors plutôt sur du non-marchand, parce qu'il y a deux volets dans notre métier d'opérateur, la relation client et la vente, mais sur la partie non marchande, 50% des interactions aujourd'hui se font, que ce soit quasiment sur le marché grand public et sur le marché B2B, qui est légèrement un petit peu décalé, mais se font en digital, donc c'est quand même des éléments importants aujourd'hui dans notre activité. Vous parliez d'IA, quelles sont les applications concrètes en B2B, en B2C, visibles, je dirais, de l'IA quand on est un consommateur ou une boîte? Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Les premiers que je donnerais, c'est la partie chatbot. Donc chatbot avec Jingo. Jingo qui est arrivé sur Orange Bank, qui est arrivé également chez Orange un petit peu avant sur la partie assistance. Donc aujourd'hui, on avait décidé de lancer justement pour aider nos clients, faire en sorte qu'ils formulent leurs questions en langage naturel. Donc, et le meilleur levier pour le faire, c'était ce chatbot. Et aujourd'hui, on voit qu'il est très
très efficace. Donc on arrive à délivrer une expérience personnalisée, donc avec des informations qui sont liées au client. Donc ça, c'est un premier levier. Et le deuxième levier, c'est toute l'analyse de nos données. On a de la chance, on est une société qui, comme d'autres, moi je pense à vous aussi, mais moi je pense à SNCF. Donc on a beaucoup d'informations sur nos clients, je sais un peu moins chez Lego. Et donc c'est notre capacité à exploiter cette donnée et à partir de là, à venir changer, personnaliser notre expérience, lui donner de plus en plus de pertinence, donc à tout niveau, que ce soit dans notre sollicitation marketing, également dans la relation qu'on établit avec nos clients. Quels sont les next steps de la SNCF? Si on se revoit dans un an sur ce plateau, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, j'ai des belles annonces à vous faire. C'est déjà d'apporter plus de fluidité aujourd'hui. C'est ce que demandent nos clients, c'est la mobilité a fortement évolué, comme on l'a dit. Il y a beaucoup d'acteurs. Par contre, il vous faut un pass Navigo pour prendre le métro, il vous faut un billet SNCF pour prendre le train. Donc, on a signé, première étape pour cette année, on a signé un partenariat avec la RATP où on intègre le NFC, donc le paiement sans contact. Et dès le mois d'octobre 2018, avec votre smartphone préféré, vous serez capable de passer tous les portiques de sécurité et passer finalement d'un modèle de Go as you pay à Pay as you go, ce qui fait toute la différence. Donc un crédit de mobilité comme ça existe chez les amis opérateurs sur votre smartphone, on néglige pas les autres bien entendu, mais en tout cas avec le terminal qui représente quand même aujourd'hui 75% de nos clients ont un smartphone, ils seront capables avec cette technologie de passer directement les portiques. Très concrètement, on passe le portique du métro, on met son smartphone au lieu de son pass Navigo. Même pas, on le garde dans la poche. Même pas, ok. On le garde dans la poche. Royal au bar. Voilà, le capteur le reçoit. La bonne nouvelle de cette technologie, c'est même si le smartphone est éteint, ça fonctionne quand même. Il ne faut pas avoir de barrière technologique pour pouvoir être en mobilité. Donc ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape qui a été annoncée par notre président Pépi, c'est le puits de données partagé avec RATP, Transdev, sur lesquels on va en fait mettre à disposition nos data et notamment nos inventaires, parce qu'on préfère en fait faire grossir le gâteau plutôt que de travailler de manière cloisonnée. On a beaucoup plus collectivement à gagner. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'évolution de la mobilité, c'est qu'on souhaite garder la relation de nos clients. Et on va préférer offrir le service d'un de nos concurrents parce qu'on n'opère pas sur cette ligne-là ou parce qu'on a un incident sur la nôtre, plutôt que de laisser le client partir sur une autre interface et de perdre la relation avec lui. Donc là, c'est ce qui est demandé. C'est l'évolution en ce qui nous concerne, l'application SNCF qui intègre toutes ces modalités, toutes ces mobilités, pardon. Et puis le projet dont je vous parle, on partage l'ensemble de nos données, puis après, libre à chacun de créer la meilleure interface utilisateur et que le meilleur gagne. Mais on est bien placé. Il nous reste quelques secondes. Oriane, un dernier mot sur les next steps. Les next steps chez Lego, c'est une relation un peu plus personnalisée entre les parents et les enfants. À découvrir. Super. Merci infiniment à tous les trois. Merci et on se retrouve très vite pour le prochain live. Merci. Merci.